Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, journée des records. Avec Sébastien Simon, on y reviendra. On parlera également des problèmes de quelques concurrents qui ont eu des petits soucis techniques. On va parler météo, parce que la situation météo va changer dans les 48 prochaines heures. Il va falloir faire des choix. Jusqu'à maintenant, le choix c'était plutôt de bourriner. Maintenant, il va falloir penser à changer un petit peu de trajectoire. Ça, c'est pour les bateaux de tête, parce que pour les bateaux à dérive, là, il n'y a pas vraiment de choix possible. Il va falloir descendre plein sud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, sur une notification, sur une miniature, et bien plus la vidéo est mise en avant par YouTube, ce qui me permet de me soutenir. Deuxième moyen de me soutenir, c'est de faire un super thanks, mais ça c'est seulement si vous en avez les moyens, c'est seulement si vous en avez aussi envie, parce que ça veut dire que vous donnez un petit peu d'argent aussi à YouTube dans l'affaire. Donc ça, voilà, ça me permet également de me soutenir. Et puis, vous pouvez vous abonner également. Et je remercie les gens qui se sont abonnés ces derniers jours. Normalement, ce soir, 21h, je vais faire toute la mise en ligne cet après-midi. Donc normalement, ce soir, 21h, vidéo cyclisme, top 10 sur le bilan, enfin c'est pas vraiment un top 10 en plus, c'est bilan des équipes. Quelles équipes ont performé, quelles équipes ont moins bien performé du côté du cyclisme. On commence tout de suite avec cette vidéo et cette situation météo. En gros, par rapport à hier, ça s'est pas vraiment transformé. Hein. Vous voyez donc toujours cette dépression dont on parle depuis 3-4 jours désormais. Hein. Ça fait depuis dimanche dont on parle de cette dépression qui suit les concurrents. Sauf que on commence à arriver au bout un petit peu de cette dépression. C'est-à-dire que soit on rentre vraiment au cœur avec du vent fort, mais au risque de casser le bateau, soit il va falloir penser à changer de stratégie. Ça va être plus facile pour les concurrents de derrière à partir de Samantha Davis, voire d'un Yannick Bestaven aussi et d'un Paul Meillat, que pour les Charlie Dalin et autres. Là, on va voir l'évolution de la météo dans les prochaines heures. Vous voyez, donc cette dépression qui continue, mais on va se rapprocher vraiment de situations avec du vent fort, de situations qui peuvent être assez dangereuses. Donc l'idée maintenant, c'est soit aujourd'hui, soit demain, mais vraiment je pense que demain à 11h ou un petit peu plus tard, on aura l'information. La plupart des concurrents vont descendre plein sud désormais pour reprendre une autre dépression qui est derrière. Et ça va être le fameux train des dépressions avec ce vent-là qui se creuse. Pour les bateaux Louis Burton et autres, là il va y avoir une vraie question qui va se poser. Parce que là ils ont dû remonter un petit peu plus nord à cause du vent qui était plus faible. Mais en gros, la route vers le sud est un peu bouchée pour le moment. Donc ils vont pas pouvoir descendre tout de suite, et sinon ils vont être obligés de rentrer dans de la molle. Donc eux ils vont pas être dans une situation facile. Par contre pour les bateaux à dérive, on regarde derrière, donc le bateau à dérive, le peloton qui est là, donc à partir d'Arnaud Boissière, Eric Bellion, on va se mettre même sur Eric Bellion. Vous allez voir que là, la situation est un petit peu plus facile. Eux ils sont dans une situation avec du vent, je dirais modéré. Et la route va commencer à s'ouvrir pour ces bateaux-là vers le sud. Donc ils vont commencer à descendre comme ça. Ensuite, le vent va réaugmenter pour eux dans les heures à venir, vous voyez voir. Et là, ce vent-là qui va leur apporter beaucoup plus, enfin qui va être vraiment très bien pour descendre vers le sud, enrouler comme ça, eux prendre une trajectoire beaucoup plus sud que leurs camarades. Une trajectoire, on va dire, un petit peu plus classique même de vent des globes. Et ce qui fait que ça va être un avantage, je pense, pour des concurrents comme Tanguy le Turquet par rapport à un Jean Le Cab qui, lui, est un petit peu plus à l'est dans la flotte. Il va falloir descendre un petit peu plus à l'ouest, je pense. Et donc, ça va être un avantage pour un concurrent comme Tanguy le Turquet ou même Arnaud Boissière, qui, lui, est sur un foiler, mais qui est dans ce peloton-là. Et vous voyez le vent qui va se renforcer vers le sud. Ce qui va être compliqué, c'est pour le cas Louis Burton, parce que vous voyez qu'ils vont devoir passer dans un tout petit corridor. Et la route est un peu bloquée pour le moment, donc ça va pas être évident pour le groupe Athanasio, Pip Air, Burton, Joschke également, voire une Justine Métro, aussi un Benjamin Dutreux, et ce qui fait qu'on pourra avoir 5-6 bateaux qui s'envolent un petit peu en tête de la course
à ce moment-là. Je vous précise aussi, tant que je vous tiens, demain la vidéo, elle sera enregistrée plus tard, parce que voilà, je ne suis pas disponible à 11 heures, tout simplement. Donc je pense que normalement, ça sera toujours le point de 11 heures. Mais la vidéo sera en ligne, je pense, plutôt à 14h30, 15h. Voilà, donc il y aura un petit décalage par rapport à la mise en ligne de la vidéo habituellement. Mais voilà, c'est parce que demain matin, je ne suis pas disponible, donc ça change un petit peu la mise en ligne de la vidéo et je m'en excuse. Donc vous voyez, en termes de situation météo, donc deux situations bien distinctes, hein, on est sur deux schémas qui sont différents. Le schéma des concurrents à l'avant qui, lui, va être assez simple, descendre dans les mers du Sud. Pour certains, ça va se faire un petit peu plus tôt que pour d'autres. Derrière, par contre, eh bien, on va descendre tout de suite plein sud. Il n'y aura pas de dépression qui va vous catapulter vers le cap de Bonne-Espérance. Il faudra déjà descendre sud pour ensuite récupérer les dépressions des 40e rugissants, hein, tout simplement. Donc ça va être un petit peu différent, ce qui fait que la transition va être moins douce, hein, normalement pour ces concurrents-là, que pour les concurrents qui ont été catapultés progressivement vers les mers du Sud, mais ça peut encore évoluer dans les heures à venir du côté de cette situation. On regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures. On commence avec Yannick Bestaven. Yannick Bestaven qui est 8e. Alors hier, il y a 2 jours, il avait fait une journée un petit peu moyenne où il avait pris du retard par rapport à ses concurrents. Il était un petit peu derrière en vitesse. Eh bien, on a appris pourquoi du côté de Yannick Bestaven, qui est désormais 8e. C'est vrai qu'il était pendant très longtemps dans le groupe avec Jérémy Bayou, avec Nicolas Lunven. Voilà, il était dans ce petit peloton-là. Et le problème de Yannick Bestaven, c'est qu'il a une voie d'eau légère, mais ça lui a pris 2 heures à réparer, 2-3 heures à réparer, donc il a perdu 40 000 dans l'affaire. Il était un petit peu agacé, voilà, parce qu'il il disait en vidéo, on se casse un petit peu les fesses pour le dire poliment, pour récupérer des milles, pour aller le plus vite possible, et puis voilà, il y a un petit problème qui vous empoisonne, une petite voie d'eau. Voilà, donc qui a été réparé, corrigé. Voilà, donc il n'y a plus de problème du côté de Yannick Bestaven. Sébastien Marcet, lui, a dû changer des pales d'hydrogénérateur. Le concurrent du bateau Foissier. On va essayer de le retrouver. Voilà, Sébastien Marcet, 31e à la porte du top 30. Il est en bagarre avec Kojiro Shirashi notamment, et Guirec Soudé et Giancarlo Pedote. Du côté donc de Sébastien Marcet, petit problème d'hydrogénérateur, voilà, avec des pales qui se sont cassées, donc il a fallu réparer. Je rappelle que l'hydrogénérateur, ça marche comme une éolienne, mais dans l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit l'air qui fasse tourner les pales, c'est l'eau, en fait, le courant qui fait tourner les pales. Sauf que c'est hyper efficace pour recharger les batteries, mais l'inconvénient, c'est que c'est plutôt fragile. Ça n'aime pas trop les surfs sur les vagues. Donc ça aime les conditions de mer plate. Donc les hydrogénérateurs sont assez durs à utiliser, notamment dans les mers du Sud. Alors ils devront les utiliser dans les mers du Sud parce que parfois vous avez des conditions de soleil très timides. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas forcément facile dans une mer un peu agitée d'utiliser ces petites pièces. Et donc, pas d'hydrogénérateur, c'est pas inquiétant parce que c'est du consommable. C'est-à-dire que tous les concurrents vont casser des pales d'hydrogénérateur. Donc c'est un peu du consommable. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez habituel. On en avait déjà parlé un petit peu plus tôt. Tanguy Le Turquet, lui, a joué au trapèze. Il a fait un petit peu du jeu du cirque, Tanguy Le Turquet. Pourquoi? Il a réparé sa voile d'avant. Mais contrairement à d'habitude, on répare une voile d'avant, on la désengage du bateau. C'est-à-dire qu'on va la rouler, on va l'abaisser, on va la mettre sur le pont, voilà, ou on va la rentrer dans la soute à voile, c'est-à-dire qu'on va l'enlever du bateau. Elle ne sera plus attachée au bateau, on va la mettre dans la soute à voile, on va la mettre sur le pont et on répare sur le pont. Donc on la répare alors qu'elle n'est pas utilisée, cette voile. Là, il a décidé de la réparer alors qu'elle était déroulée, cette voile. Qu'elle était en plein vent, voilà, qu'elle était utilisée, cette voile d'avant. En fait, c'était pas une réparation forcément obligatoire, mais c'était un petit peu du préventif, parce que la voile avait un petit trou, et le problème, c'est que souvent, ça s'aggrave.
Alors souvent la voile, tu as un petit trou et puis le trou s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit et au bout d'un moment, bon, bah, la voile se déchire complètement et là elle est plus récupérable. Donc pour éviter ce problème-là, en bon marin qui se respecte, Tanguy Le Turquet a décidé de la réparer. Par contre, il a fait une méthode peu académique parce que bah, voilà, la voile était déroulée, elle était en place, la voile. Et il a dû donc grimper, sauf qu'il n'a pas grimpé au mât, il a grimpé, on va dire, au niveau de la voile. Et ça, c'est beaucoup moins habituel, ce qui fait qu'il était beaucoup plus ballotté, parce qu'il n'y a pas de support pour se tenir. Sur le mât, vous avez des petites cales qui vous permettent de grimper, on va dire, enfin plus aisément. C'est pas le cas, la manière dont il l'a fait, donc vous pouvez voir la vidéo. Et voilà, il a perdu un petit peu d'énergie dans l'affaire. Certes, ça lui a permis de ne pas être embêté pour retrouver l'endroit où il y avait de retrouver la zone sur le pont du bateau ou dans la soute à voile où il faut réussir à redérouler la voile, sauf que vous ne pouvez pas la dérouler complètement vu qu'elle est plus grande que la soute à voile. Ce qu'avait fait notamment Guirec Soudet. Guirec Soudet, lui, il avait mis la voile dans la soute à voile, mais pour la réparer, c'était très compliqué. Donc là, voilà, il a décidé d'utiliser cette méthode, mais qui a consommé un petit peu d'énergie. J'ai oublié de vous marquer, Tanguy Le Turquet, il est bien en plus, hein, il avance. Même s'il a perdu un petit peu de temps par rapport à Louis Duc, bien entendu, ça lui a coûté 2 heures à peu près. 1 heure pour préparer le petit patch à mettre sur la voile, et puis je dirais 1 autre heure pour l'installer sur la voile en fonctionnement. Nicolas Luven, quant à lui, qui est dans le groupe de tête, Nicolas Luven, eh bien il a une petite fuite d'huile au niveau du moteur. Il pensait de l'avoir réparée. La fuite d'huile, il l'a depuis lundi. C'est un peu comme Bestaven qui avait eu un problème lundi, hein, sa fuite d'eau c'était lundi. Là, Luven, il pensait de l'avoir réparé, sauf qu'il s'est aperçu hier que bah, ça continuait de perdre un petit peu d'huile. Donc il a dit il faut qu'il retripatouille tout ça. Donc forcément, eh bien c'est du temps que vous passez à l'intérieur du bateau et que vous ne passez pas à faire fonctionner le bateau, à régler le bateau. Donc c'est toujours un petit peu de temps perdu. On a également Corrad Coleman dont on va parler. Corrad Coleman qui est dans le top 25, hein, qui est dans ce fameux match là où vous avez Jean-Luc Ham, vous avez tout ça. Il est 27e, Corrad Coleman. Il est très proche même d'Alan Roura et de Giancarlo Pedote. Vous voyez, il y a beaucoup de bateaux dans la même zone avec Benjamin Ferret. Il y a une belle bagarre même du côté de Corrad Coleman. Corrad Coleman qui lui a eu un problème de latte de grand voile. Et vous pouvez retrouver un petit tuto sur la page YouTube du Vendée Globe pour réparer cette latte de grand voile. Donc la latte de grand voile, vous avez le mât. Et vous avez des lattes qui permettent de rigidifier la grand voile pour qu'elle tienne correctement et qui rigidifient également un petit peu le bateau, qui permettent de soutenir un petit peu le mât. Ces lattes qui sont donc en carbone, qui sont très agiles mais qui parfois peuvent casser. Donc on embarque toujours des lattes de grand voile à l'intérieur du bateau. Et là c'est ce qui s'est passé donc pour Corrad Coleman, donc qui a dû changer une des lattes. Voilà, et qui a dû la modifier légèrement pour permettre à cette latte de ne pas faire de frein aérodynamique. Vous pouvez retrouver également ce tutos de Corrad Coleman sur la page YouTube du Vendée Globe. Et puis, 2 autres concurrents, on va parler de Benjamin Ferret. Il a fait quelque chose de dangereux, de Benjamin Ferret. Il a beaucoup dormi. C'est-à-dire qu'il a dormi 6 heures d'affilée. Enfin, 6 heures, pas pardon d'affilée, mais 6 heures dans la nuit. Donc sur une tranche d'une douzaine d'heures, ce qui est beaucoup, parce que normalement on dort entre 4 et 6 heures par jour sur le Vendée Globe. Donc là, il a eu besoin de dormir. Le problème, c'est que je trouve qu'il a fait quelque chose de dangereux. Il a dormi 4 heures d'affilée. Ça veut dire que pendant 4 heures, le bateau était seulement barré par le pilote automatique. Et plus vous dormez longtemps, plus le réveil est compliqué. Et plus le sommeil est profond, surtout. Et donc là, je pense qu'il était en sommeil très profond. Donc ça, c'est dangereux, je trouve. Parce que le bateau était seulement barré par le pilote automatique. Mais s'il fallait changer de voie parce qu'il y avait un filet de pêche, parce qu'il y avait un problème, et là, ça aurait été très problématique pour Benjamin Ferret parce qu'il ne se serait peut-être pas réveillé. Mais c'est là où on voit aussi qu'on est parti depuis un petit peu plus de 2 semaines et que les concurrents commencent à se mettre dans un rythme qui était différent de la phase du départ. On commence à retrouver ses marques sur le bateau et à
et à s'habituer surtout au confort du bateau, ce qui change un petit peu la donne. Et puis on va revenir sur la situation d'hier de Pipe Air. Hier, je vous avais dit que Pipe Air, j'avais l'impression qu'elle devait réparer quelque chose dans son mât, parce qu'on avait vu, voilà, cette trajectoire, on va remonter un petit peu plus haut, qui était très particulière avec ce petit nœud. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Voilà, ce petit nœud qu'on avait vu hier, en tout début de matinée, du côté de Pipe Air. Et il y avait également une trajectoire légèrement bizarre du côté de Benjamin Dutreux. Et bien, Pipe Air s'est retrouvé bloqué par une masse nuageuse. Donc en fait, elle n'a rien pu faire. C'est ça que je voulais voir même. Hop, je prends les nuages. Et je voulais voir si on remonte Pipe Air là. Est-ce qu'on voit la masse nuageuse? Ouais, on voit un peu la masse nuageuse. Vous voyez là, c'est très blanc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuages. Plus c'est blanc, plus il y a des nuages. Elle s'est retrouvée complètement bloquée par cette masse nuageuse qui n'a pas touché ses petits camarades et elle ne pouvait plus avancer. Donc c'était pas pour réparer, c'était vraiment pour essayer de contourner cette masse nuageuse qui n'a absolument pas touché. Si vous voyez Romain Attanasio qui est passé un petit peu plus au nord, ça n'a pas gêné également Damien Seguin, Louis Burton, ça a gêné Pipe Air et ça a gêné également Benjamin Dutreux. Vous voyez cette petite vaguelette, c'était pas fait exprès, c'était là aussi pour contourner, alors ouais, vous voyez on la voit même pas, même sur les fichiers météo, contourner une masse nuageuse forte qui s'était créée devant lui et qui l'a beaucoup handicapé. Voilà, donc du côté de ces deux concurrents qui ont été gênés par les nuages et voilà, c'était pas un problème technique du côté de Pipe Air. Voilà pour les problèmes techniques sur les 24 dernières heures. On va maintenant parler de la tête de course et vous voyez que le match continue et surtout il y a un concurrent qui remonte très fort, un nouveau recordman des 24 heures en solitaire. On continue, on commence avec Charlie Dalin, toujours en tête. L'écart avec Thomas Ruyant a légèrement augmenté d'une dizaine de mille. Vous voyez Thomas Ruyant qui a fait 547 000 contre 559 000 en 24 heures pour Charlie Dalin. Et vous voyez que même sur les 4 dernières heures, ça va à peu près par contre à la même vitesse entre les deux concurrents. C'est surtout Sébastien Simon qui va vite. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de Charlie Dalin sur les 24 dernières heures. Hop, hier 11h04. Vous voyez, il avait fait un petit changement de bord. Il avait un petit peu changé sa trajectoire. Et on va voir l'écart par rapport à Thomas Ruyant. Vous allez voir, il y avait 38,3 000 d'écart à la même heure. Et qu'ensuite, l'écart s'est un petit peu agrandi en fin d'après-midi et dans la nuit. Parce que là, à 15h, vous voyez, il n'y a plus que 29 000 d'écart. L'écart qui repart à 31 000 à 19h. Et c'est cette nuit où il a réussi un petit peu à s'échapper. Et vous voyez par contre que Thomas Ruyant n'a pas été le plus rapide car il a deux concurrents qui sont vraiment rapprochés de lui un petit peu pendant la nuit. Et voilà, on voit Johan Richomme qui s'est beaucoup rapproché et surtout Sébastien Simon qui a pris la 3e place à Johan Richomme. Sébastien Simon est désormais le nouveau recordman de navigation en monocoque en solitaire. Il a fait le plus de distance. Voilà, en 24 heures. 602 000 nautiques. On vient de dépasser la barre mythique des 600 000 parcourus en 24 heures. Ce qui est assez exceptionnel, c'est plus de 1100 km de parcourus. 25 nœuds de moyenne en 24 heures. Alors, il faut dire que là, les 6 de tête, là, plus Bestaven, ils ont fait des moyennes de fous furieux. Mais vraiment des moyennes de fous furieux sur les 24 dernières heures. Et du côté de Sébastien Simon, on va voir à l'image. Hop, il y a 24 heures, il était à 108 000 de retard. Il a repris 50 000 sur Charlie Dalin en 24 heures. Vous allez voir comment il était dans le groupe, donc Nicolas Luven et Jérémy Bayou. Et vous allez voir comment il s'est échappé déjà pour récupérer Johan Richomme, qui pourtant allait vite, Johan Richomme. Vous allez voir. Et puis ensuite, il est quasiment maintenant à côté de Thomas Ruyant, 53 000. Je rappelle, 108 000 au départ. Donc plus de 50 000 de récupérer sur la tête de course. Après, ça veut dire également quelque chose du côté de Sébastien Simon. Ça veut dire qu'il a cravaché fort pour aller beaucoup plus vite que ses adversaires. Est-ce qu'il a donc pas un petit peu trop tapé dans le bateau? Parce que quand vous voyez sa vidéo de bord du jour, le bateau tape beaucoup.
plus ça tape, plus ça peut fragiliser le bateau, plus vous pouvez endommager des pièces. Donc il faudra quand même faire un check-up du bateau. Après cette journée-là, Johan Richomme, lui, est 4e. L'écart a un petit peu augmenté avec les bateaux de tête, mais légèrement. Hein. Vous voyez, il est même un peu revenu sur Thomas Ruyant. Toujours sur une trajectoire un petit peu plus sud, il le disait, au départ subi. J'ai l'impression que c'est plus autant subi que par avance, cette trajectoire-là. Il a un peu plus de vent. Il est aussi dans des conditions de mer qui sont un petit peu plus agitées, Johan Richomme. Donc là-dessus, il faut faire attention, mais il aura peut-être plus de facilité, à descendre plein sud que ses petits camarades. Du côté de Johan Richomme, la journée s'est plutôt bien passée. Je pense qu'on a moins attaqué que la veille, où il avait un petit peu serré les fesses avec son problème où il était surtoilé. Donc là, je pense qu'il n'a pas pris autant de risques sur cette nuit-là, mais voilà, il va quand même. Ça bombarde, hein, 556 000. Je rappelle, c'est plus que l'ancien record au départ de ce Vendée Globe. Hein, donc un record qui datait d'il y a 2 semaines. Voilà, ça a été assez incroyable la différence. On a collé plus de 50 000 au record. Donc c'est quasiment... on a collé 5%, 6% de performance en plus par rapport au record. Ce qui est énorme. Nicolas Lunven, Jérémy Bayou, ça va vite, hein, 565 000. Jérémy Bayou à 580 000 quasiment. Hein. Là aussi, Charal commence à attaquer. On va suivre Jérémy Bayou. Vous voyez, par rapport à Nicolas Lunven, il était un petit peu derrière. Il était plus au niveau de Sam Goodchild. Et vous voyez que là, il a fait une super journée. Même s'il n'a pas pu suivre Sébastien Simon qui s'est envolé, il a très bien suivi Nicolas Lunven. Et là, ça fait depuis quelques heures qu'il va à peu près à la même vitesse, voire une chouille plus vite que Nicolas Lunven. Hein, 98 000 de parcouru en 4 heures contre Nicolas Lunven en a parcouru 96 000. Charlie Dalin à 98 008. Thomas Ruyant à 99 001. 106.2 pour Sébastien Simon, donc qui continue de cravacher. Et 91.5 pour Johan Richomme. Sébastien Simon, c'est 26,6 sur les 4 dernières heures. C'est des vitesses exceptionnelles, voilà, pour ce bateau-là. Et ce qui fait que un bateau d'ancienne génération, un petit peu plus de mal, c'est Sam Goodchild. Hein, on parlait des différences entre la génération 2024 et la génération 2020. C'est vrai qu'hier, j'ai dit une petite bêtise. C'est-à-dire qu'il y a un bateau qui est difficile à classer, c'est le Bureau Vallée de Louis Burton, parce que c'est l'ancien Occitane en Provence de Marmel Tripon. C'est un bateau qui est sorti fin 2020, enfin en 2020, il est sorti en avril, je crois, mai ou avril 2020. C'est une machine hybride. Il a quand même beaucoup de configurations proches de ce qu'on fait maintenant en 2024, notamment les Travansco. Donc les Travansco, c'est l'avant du bateau qui est arrondi, on pourrait dire en forme de cachalot, voilà, donc qui permet de moins taper dans les vagues. Ça, c'est une réflexion qui est venue des classes 40 et de la classe mini. C'est parti des plus petits bateaux et ensuite c'est arrivé en IMOCA. Ce bateau-là, par contre, il a une particularité, c'est qu'il a des feuilles très écartées de la coque, ce qui n'est plus permis par le règlement 2024. Donc c'est une machine qui est un petit peu hybride entre ces deux époques. Donc elle est dure à classer, voilà, cette machine, mais c'est vrai qu'hier quand j'ai dit le nom de Louis Burton, quand j'ai dit Bureau Vallée, je me suis dit j'ai peut-être dit une connerie quand même. Dans ma tête il y a eu cette réflexion là sur le coup, mais j'ai dit c'est trop tard, hein, c'est du direct, voilà, on enregistre en un coup, donc ça a été le truc. Sam Goodchild, donc vous voyez les bateaux ancienne génération, ils n'arrivent pas à suivre, hein, tout simplement en pleine vitesse, voilà. Hier, il y avait 128 000 pour Sam Goodchild et puis 124. Et puis dès qu'ils ont repris un petit peu de vent, ça augmentait. Et vous voyez, il est à 163 000 et surtout Bestaven. Hop, l'écart hier avec Bestaven était plus réduit. Bestaven, hier, il y avait 60 plus... il y avait 80 000 d'écart entre Bestaven et Sam Goodchild, et vous voyez que Bestaven a fait une belle journée parce qu'il est bien revenu sur Sam Goodchild et désormais il y a 70 000 à peine, 50 000 même plutôt d'écart entre les deux bateaux. Yannick Bestaven, 547 000 nautiques de parcouru sur les 24 dernières heures, pourtant avec des conditions avec une chouille moins de vent. Par contre, Yannick Bestaven et Paul Meillard auront peut-être l'avantage de pouvoir descendre plus au sud un petit peu avant leurs petits camarades. Après, ça dépendra également de Johan Richomme, mais c'est allé vite. On va revenir ensuite sur le deuxième peloton
désormais sur les poursuivants, on va les appeler comme ça, avec Samantha Davis qui sont derrière l'échappée de tête si on parlait cyclisme. Samantha Davis, 457 000 de parcouru, donc c'est moins que les bateaux de tête, hein. Elle est dans un autre rythme, hein. Devant on est quasiment tous à plus de 500 000, sauf Sam Goodchild. Si même Sam Goodchild est à 522, donc vous voyez ils sont tous à plus de 500 000, voire 550 000. Samantha Davis, elle a quasiment fait 100 000 de moins ou 50 000 de moins que ces concurrents-là, donc ce qui commence à faire une grosse différence. Elle a quasiment un jour maintenant de navigation, de retard par rapport à ces concurrents-là, donc ce petit groupe-là est à un jour de retard, et surtout elle est allée un petit peu moins vite. Sur les... Ah non, on est sur des vitesses similaires avec Boris Herrmann. Pardon, je pensais que l'écart était un peu plus important. Mais Boris Herrmann, lui, est passé devant Clarisse Kremer. On va revenir là-dessus. Il était à côté. Il venait de passer Justine Métro hier. Voilà. À 11h. Et voilà, il est repassé devant Clarisse Kremer, vous voyez. Et l'écart a augmenté avec Clarisse Kremer assez largement. Derrière, on retrouve Clarisse Kremer, donc 12e. Justine Métro, qui continue de perdre des positions. Seulement 406 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. Donc c'est loin des 433 de Clarisse Kremer. C'est surtout loin des 457 de Samantha Davis. Ça se rapproche en fait plus de ce que fait Romain Attanasio, qui est 15e et qui lui a fait 408 000. Donc vous voyez, il est plus sur les moyennes d'Attanasio. Et donc même Benjamin Dutreux commence à revenir légèrement sur elle. On va le voir, hein, sa vitesse et sa trajectoire sur les 24 dernières heures. Elle a du mal. Elle ne fait plus de vidéos, donc c'est que je pense que ça ne doit pas être totalement la joie dans le bateau. Parce que j'ai pas vu de vidéo de bord de Justine Métro depuis 48 heures. Alors, et on voit, elle a du mal, je pense, à savoir quelle trajectoire prendre. Elle ondule pas mal, voilà, en termes de trajectoire. Je suis pas sûr que ça soit hyper efficace pour le moment. Petit complément d'information, j'enregistre cette séquence après avoir enregistré toute la vidéo, donc je sais pas comment je vais l'intégrer dans la vidéo. Mais Justine Métro, deux informations du côté de Justine Métro que je n'avais pas avant de finir d'enregistrer la vidéo. Hier, elle a eu un problème de J0, donc une voile qu'elle utilisait dans cette portion de course. C'est une voile qui est assez importante, le J0. Dans les mers du Sud, donc J0 qui avait un problème technique. Elle a essayé de le réparer, mais cette voile est désormais perdue. C'est l'information qui est tombée à 6h15. Donc voilà, Justine Métro, sa voile d'avant s'est déchirée, ce qui n'a aucun lien avec la réparation de la veille. Elle s'est déchirée à un autre endroit. Donc la Suissesse a pu ramener la voile à bord, la drisse et les écoutes. Si ça n'a pas posé de problème, on va dire, sur la structure et sur les foils du bateau, le problème c'est que maintenant elle a une voile en moins, Justine Métro, donc ce qui explique peut-être beaucoup mieux la vitesse qui était moins bonne sur les 24 dernières heures. Benjamin Dutreux qui a eu du mal à regarder le match de Brest hier. Il était même dans l'after-foot sur RMC. Benjamin Dutreux lui ça avance. Bon, on le disait, hein, il suffit maintenant à sa course, 422 000, ce qui est plutôt une bonne moyenne pour lui, avec du vent un petit peu moins fort. Et puis Romain Attanasio, qui a fait une très très belle journée. Romain Attanasio, si on compare avec les petits copains d'à côté, Romain Attanasio, il a fait donc 408 000 de parcouru sur les 24 dernières heures, 55 000 sur les 4 dernières heures. C'est plus que Damien Seguin, qui a fait 356 000. C'est plus que Pip Air également, 365 000, largement plus. Et c'est plus même que Louis Burton, 20 000 de plus que Louis Burton. Donc ça veut dire que ça va vite. Du côté de Romain Attanasio, sur Fortinet Best Western. Donc ça cravache fort du côté de Romain Attanasio, parce qu'il colle quand même 40 000 aux autres sur des bateaux de génération similaire. Je rappelle que lui, c'est l'ancien Malaysia 2 de Boris Herrmann, ou l'ancien Malaysia, je crois qu'il s'appelait Malaysia tout court. Donc c'est de la génération Pip Air Damien Seguin. C'est la même génération de bateaux, c'est la génération 2016. Il va plus vite et largement plus vite. Il aura collé quand même 40 et 50 000 dans la tête
Donc ça, c'est vraiment bien pour Romain Athanasio. On en parle peu de Romain Athanasio, mais il fait une belle course. Allez, on passe... et puis Isabelle Yoshke également, qui a fait une belle journée, à quasiment 400 000. Et pourtant, vous voyez, elle a changé de trajectoire. Il y a eu un petit virement. Maintenant, elle va être sur une trajectoire très sud, je pense, Isabelle Yoshke, mais j'ai peur que la route soit un peu barrée. Et à un moment, elle tombe dans de la molle. Derrière, vous avez Arnaud Boissière et surtout Violette d'Orange. Très belle journée de Violette. Qui a fait 271 000, c'est-à-dire assez proche quand même de ce qu'est capable de faire Louis Duc, qui lui est dans une situation avec un peu plus de vent, c'est surtout plus rapide que Jean-Luc Ham, plus rapide qu'Éric Bellion aussi, qui est pourtant sur un bateau plus moderne, voilà, avec une dizaine de milles en plus pour Violette d'Orange, donc très très belle journée. Seul Tanguy Le Turquet, malgré sa réparation, a été plus rapide. Louis Duc, lui, commence à atterrir un petit peu dans un vent plus faible, donc ça commence à être compliqué de suivre Arnaud Boissière. Mais voilà, toujours le match avec Tanguy Le Turquet. Il y a un beau peloton quand même, hein. On voit sur les bateaux à dérive avec ce match Éric Bellion, Jean-Luc Ham, Benjamin Ferré, Marseille aussi, Conrad Coleman, et puis Tanguy Le Turquet et Louis Duc. C'est un petit peu plus compliqué pour Amedeo notamment et pour Guy Soudé. Mais ça tient quand même toujours la cadence. Je dirais que si on regarde l'écart entre Sébastien Marseille et Louis Duc, oui, ça reste raisonnable, hein. On est sur du 136 000, donc c'est une douzaine d'heures de navigation. C'est plus compliqué par contre pour un Manuel Cousin et un Amedeo qui sont un petit peu plus loin. Amedeo, il est quand même décevant, je trouve, parce que Antoine Cornic est devant, Manuel Cousin est devant, alors que ce sont des concurrents qui techniquement sont quand même moins rapides que Fabrice Amedeo, donc il y a une petite déception de ce côté-là. Et puis du côté d'Alan Roura, je me demande s'il peut vraiment servir de son foil, parce que les vitesses sont quand même pas très fortes. Donc je me demande s'il n'a pas un foil inopérant. Parce que là, vraiment, par rapport à Arnaud Boissière, qui est pourtant sur un bateau plus âgé, hein, Arnaud Boissière, il va moins vite qu'Arnaud Boissière. Arnaud Boissière, il est à 316 000 en 24 heures. Lui, il n'en a fait que 234. Ce qui... pas 234, pardon. 234, c'était Jean-Luc Ham. Alan Roura, donc, il a fait 265 000 pour le moment en 24 heures. Arnaud Boissière en a fait 316. Et même Giancarlo Pedoté, alors, on a un petit peu plus. Vous voyez, Giancarlo Pedoté, on a une chouille plus. Pour le moment, Benjamin Ferré va à la même vitesse. Donc je me pose des questions quand même du côté d'Alan Roura. Est-ce que le foil fonctionne correctement ? Bon, et puis on regarde les derniers. Jinkuchu est passé dans l'hémisphère sud. Voilà, pour la 8e fois de sa carrière, il le disait. Donc voilà, il a passé l'équateur. Et donc le dernier concurrent qui est encore dans l'hémisphère nord, pour le moment, c'est Salbosch Verres, mais qui a fait quand même une journée à 212 000 en 24 heures et qui là va rentrer dans le poteau noir. Voilà, il est dans le poteau noir, très est son poteau noir. Donc il risque d'avoir un poteau noir quand même compliqué, Salbosch Verres. Puis ensuite, on verra si la situation lui permet de reprendre un petit peu de temps. Du côté des statistiques sur les 24 dernières heures, eh bien, donc Sébastien Simon qui a parcouru le plus de 1000, 602 056, donc qui est désormais le nouveau record en attente d'homologation. Il a fait donc 22 000 de plus que Johan Richomme, qui était le précédent record, en sachant que Sébastien Simon a battu 2 fois le record dans la nuit. Ça veut dire 1115 km de parcouru, 1116 km de parcouru quasiment. Il faut savoir quand même qu'hier, 9 concurrents ont fait plus de 500 000. Que vous avez 5 concurrents qui ont fait plus de 550 000. Ces 5 concurrents sont Sébastien Simon, Jérémy Bayou qui est deuxième de ce classement, Nicolas Luneven, Charlie Dalin, Johan Richomme. Que par rapport au précédent record, Yannick Besteven et Thomas Ruyant, par rapport au record au départ de cette épreuve, l'auraient battu. Ils ont fait 547 000 tous les deux. Et la seule concurrente qui n'a pas fait plus de 500 000 qui est dans ce classement, c'est Samantha Davis. Mais il y a une grosse différence entre la 9e et la 10e place. Paul Meillat, qui est 9e, a fait 511 000. Samantha Davis en a fait 457. Donc c'est plus de 50 000 d'écart
ce qui est assez rare. Donc c'est une centaine de kilomètres de moins pour Samantha Davis. Donc ça montre bien que ces foilers nouvelle génération, ils vont extrêmement vite. Parce qu'à part Sam Buccia, sinon c'est que du foiler de nouvelle génération au niveau des vitesses max. Maintenant, c'est Sébastien Simon avec 28 nœuds 2, 52,23 km/h. Je rappelle, c'est une vitesse moyenne sur 30 minutes. La vitesse max et la vitesse moyenne sur 30 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a eu des pics parfois plus élevés pour Sébastien Simon que ces 28 nœuds 2, donc il a dû atteindre les 30, 31, 32 nœuds de vitesse de pointe. Et puis au niveau du record, l'écart s'est réduit. Seulement 457 000 nautiques d'écart, c'est-à-dire une journée de navigation désormais entre Charlie Dalin et le record. Et Charlie Dalin, lui, a quasiment 5000 km d'avance sur Sal Bosch-Ferrez, donc l'écart s'est agrandi. On a repris 600-700 km d'élastique encore une fois entre le premier et le dernier de ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Armeniac Productions. Ciao, ciao!